丈夫？大丈夫。大丈夫。大丈夫。Bon, alors, comme vous voyez, elle a un petit peu pris. Vous avez vu donc la vidéo en intro. Ouais, c'est pas l'idéal. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'était donc une location, hein, puisque je loue donc des voitures pour du circuit et du rallye. Tous les pilotes, toutes les personnes qui louent des voitures sont pas forcément de niveau égal. Le dernier n'était pas très très bon. C'était son 3e rallye, les 3 avec moi, et c'est son 3e accident en 3 rallyes. Bon là, celui-là est un petit peu violent quand même. Donc déjà, juste pour préciser une chose, c'est pas pour ça que je vais l'envoyer chier et que je le réaccepterai pas derrière. Mais par contre, on va faire les choses un peu différemment. On va prendre des cours, je vais lui filer des cours, on va trouver des endroits pour pouvoir s'entraîner, parce que là, bon, ça va plus quoi. Et déjà, il était très lent, genre dernier de sa catégorie, un rallye national lent. Un rallye régional, lent, donc c'est vraiment vraiment lent. Et en plus, quand tu te craches par-dessus tout ça, ça fait que la combinaison des deux, c'est pas forcément top. Donc, il est très gentil, hein, il n'y a vraiment aucun souci là-dessus, mais il va falloir bosser un petit peu. Maintenant, cette voiture, qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'on va en faire de cette caisse? Elle va vivre. Elle va être réparée avec l'aide de mon carrossier, et on va essayer de documenter donc un petit peu tout ça. Alors évidemment, là, on est le 2 juillet, je crois, ou le 3 juillet. Donc vous vous doutez bien que maintenant que vous voyez la vidéo, ça a pris un petit peu de temps. Je vous montre un peu tout ça en détail. Voilà. Alors, dans un premier temps, au niveau des réparations, on va la faire rouler. Parce que pour l'instant, le ball joint en fait a protégé un petit peu en fait la voiture et la suspension éventuellement, et a cassé net. La suspension en l'air, elle, n'a pas l'air d'avoir bougé, ce qui est quand même assez cool, parce que ça coûte un peu plus cher quand même, même si c'est DBC Racing, ça coûte quand même assez cher. Donc a priori, il y aurait juste le lower control arm, je sais même pas comment ça s'appelle, à changer. La crémaillère de direction, je pense que ça va, tout a l'air d'aller bien. Le subframe, lui, est super renforcé, donc a priori pas trop de risques ou de problèmes là-dessus. Cosmétique sur le côté, vous pouvez voir, il n'y a pas grand chose en fait, hein. Le capot a pris un petit peu, mais je pense qu'il va être remis droit et repeint. De toute façon, il a de toute façon besoin d'être repeint. Alors le truc qui coûte très cher sur cette caisse, ce sont les ailes. Les ailes ont l'air réparables. Il y a vraiment juste des petits bouts ici qui sont partis, qui sont tombés. Ce côté là, ça va. Et ici, ça a aussi cassé, mais c'est réparable. Donc les deux ailes vont être réparées. Là où ça se complique un peu plus, ça se complique, façon de parler, c'est pas non plus, probablement pas trop grave, puisque comme vous pouvez voir, la cage c'est vraiment du solide, hein, c'est du béton armé, vraiment double renfort ici sur le A-pillar, je vais éviter de me couper en même temps, et donc une cage vraiment solide et qui était surtout bien assemblée, donc très proche du toit déjà à la base, donc il n'y a pas grand chose en fait qui a pu s'affaisser quand la voiture s'est retournée. Donc là ça va être avec l'aide de mon carrossier évidemment. Je vais virer tout l'intérieur et ça va être remis, donc repoussé en hauteur et puis peut-être refait voilà, avec une bonne grosse dose de mastic ou pas, ou peut-être juste laisser les traces
du truc, je verrai, mais c'est pas très important. Un pare-brise, j'en ai un sur une Clio, genre 1,1 litre donneuse qu'on a, et on s'en est jamais servi du pare-brise, donc il va être utilisé. Même chose pour ces vitres-là, normalement, a priori, j'ai une donneuse. C'est peut-être... Non, normalement j'ai une donneuse, c'est une 2 portes aussi, donc donneuse pour ça et pour ça, parce qu'ici c'est introuvable, hein, ces pièces-là, évidemment. Il faudrait les faire venir. Un autre dégât donc qui a commencé à arriver, vous pouvez le voir ici, ça a tordu ce côté-là quand ça a été enlevé, quand elle s'est retournée. Donc évidemment, quand ça se retourne comme ça, normalement ce qu'on fait, on coupe ici, on fait ça bien, on enlève tout ce qui est ici, tout le côté est parti, on enlève le haut, tout s'enlève et on repousse de l'intérieur jusqu'à ce que ce soit bien, et après on remet tout ça. Évidemment, si je faisais ça, ça coûte de l'argent, parce que c'est pas vraiment un niveau de boulot de carrosserie que je suis capable de faire, mais j'ai la chance d'avoir un très bon carrossier comme voisin. Un petit peu de... et du coup il m'aidera à remonter un peu donc l'arrière, parce que vous voyez, ça a tordu ici au niveau de l'impact, ça a tordu ici aussi un petit peu. De l'autre côté, c'est un peu plus présentable. Donc en fait, tout ce côté-là va être vraiment remonté vers l'arrière. Les suspensions, tout ça, ça n'a pas bougé. Hein. C'est globalement, ça a bien tenu le coup. Mais par contre, c'est vrai que c'est un petit peu décalé sur ce côté-là. Ce côté-là a pas bougé. Vous pouvez même voir, c'est pas son premier petit tour, hein. Ça a déjà tapé ici à l'arrière, ça c'était d'avant. Vous voyez le plancher qui avait déjà été froissé là. Donc pas une première fois. Oh, il y a encore le logo. Ils ont gardé le logo dans la voiture. Et bah du coup je vais pouvoir remettre le logo même sur le sur le capot, trop bien. Donc voilà, pour repousser de l'intérieur ici, essayer de remettre ça un petit peu, juste que ça ait l'air un peu correct. Mais voilà. Dans un premier temps maintenant, déjà la faire rerouler. Donc m'occuper de la voiture pour qu'elle puisse juste idéalement démarrer et se faire déplacer. Mais déjà juste rouler, qu'elle soit pas juste coincée ici, comme ça. Avant de continuer cette vidéo, je pensais qu'on pouvait parler un petit peu en Bretagne de ce qui s'était passé. Donc Raz, c'est le pilote qui louait donc la voiture pour ce rallye. Il est débutant, vraiment débutant. Le problème avec certains débutants, quand c'est de la course automobile surtout, c'est que les gens ont des... Disons qu'ils se disent qu'ils sont meilleurs que ce qu'ils sont. Raz, maintenant c'est quand même son 3e rallye. C'est son 3e pet en 3 rallyes. Ça fait quand même beaucoup. Je l'avais prévenu après le 2e. Les 2 premiers, tu as eu beaucoup de chance. Ici, il n'y a pas de voie de dégagement, il n'y a rien du tout. Quand tu te craches, tu te craches. En général, c'est assez radical comme effet. Et évidemment, 3e rallye, l'effet radical en question, c'est fait ressentir. Premier truc, ne pas surestimer ce qu'on est capable de faire. Ce dernier SS, même sa copilote lui disait non mais ralentis, parce que clairement il était au-dessus de ce qu'il pouvait faire, c'était visible et ça se voit hein, quand on est un petit peu habitué, quand on sait regarder des gens qui conduisent, on voit tout de suite, même s'ils sont lents, on voit s'ils essaient de rouler trop vite pour leur niveau. Et sa copilote lui a dit, il n'a pas écouté, et peu de temps après, dégagé. Autre chose, on n'est pas des enfants. Les résultats de chaque SS après chaque étape sont importants. C'est important de les connaître. Je sais qu'il était là. Non, mais je veux pas connaître le résultat. Il était dernier toute la matinée, dernier de sa catégorie de roues motrices, très très lent par rapport à ce que la voiture peut faire. Et ça, je le sais puisqu'il était face à d'autres personnes que j'avais déjà doublé en SS. Sur un SS de 12 ou 13 km, quand on double une personne, ça veut dire qu'on est plus d'1 minute plus rapide sur ces 13 km que la personne devant. C'est beaucoup. J'avais été 1 minute 20 derrière, donc c'était la Ford Fiesta.
plutôt bien préparé, mais Ford Fiesta, voilà, de rallye. J'avais mis 1 minute 20 sur 13 km, il s'était pris genre 5 ou 6 secondes par cette même Ford Fiesta sur 10 km. Donc c'est vraiment, il était pas rapide. Et surtout, il aurait dû savoir qu'il était pas rapide, parce qu'il aurait juste pas, il se serait pas fait des idées à se dire oh, putain, il faut que je donne tout, machin et tout. Se cracher quand vous êtes déjà dernier ou avant-dernier, puisque l'après-midi il est repassé avant-dernier, c'est pas bon, c'est pas bon. Troisième point, ça va être niveau conduite. Clairement, dans ce crash, on peut voir bon déjà des positions de main un peu à l'arrache où on voit au début, c'est pas joyeux, mais bon, en rallye, on va dire que chacun peut avoir son propre style et c'est pas non plus bon. Voilà, il y a un paquet de types qui sont très bons et qui ont des positions complètement de main complètement pourries. C'est voilà, ça peut dépendre de beaucoup de monde. Mais vous pouvez voir surtout par rapport à ces trajectoires en rallye, il y a une ligne en fait. C'est pas forcément la plus rapide, mais la ligne c'est la plus propre. Donc l'important, rester le plus à l'inter possible, avec les roues si possible. En général, le milieu de la route est un peu plus sec, il y a moins de débris, il y a moins de trucs. Ça permet d'avoir les roues extérieures toujours à peu près au milieu de la route, même quand celle-ci est étroite, et c'est vrai qu'en général ça aide. Regardez les changements d'ombre sur la route, parce que c'est quand il a plu la veille, ce qui était le cas dans ce rallye, on se retrouve avec il y a des zones d'ombre. On sait que les zones d'ombre n'ont pas forcément séché, même en fin de journée, en fin de la deuxième journée. Donc voilà, faire gaffe, toujours regarder un petit peu, regarder loin pour regarder ces trajectoires. Et voilà. Donc voilà, c'était juste le petit interlude là-dessus. Si vous voulez faire du rallye, surtout si vous me louez une voiture, faites gaffe. Juste roulez, ayez pas d'idée sur ce que vous pouvez faire. Juste, vous êtes là pour apprendre. C'est une voiture qui est assez difficile à conduire quand même. C'est une crémaillère de direction qui est d'origine, c'est des routes très techniques, donc ça implique de beaucoup tourner le volant. Il y a un différentiel qui est très agressif, et donc un différentiel agressif, quand une roue part, les deux roues partent en même temps. Il n'y a pas de sous-virage comme vous pouvez être habitué éventuellement sur une voiture plus normale, où quand ça sous-vire, il y a une roue qui pédale dans la route et puis l'autre qui tient toujours et qui maintient la trajectoire. Quand il y a un différentiel digne de ce nom, ça arrive pas. Les deux roues bloquent et ça fait zoom, ça part vers l'extérieur. C'est un comportement normal. Voilà, bon, on est reparti sur remettre cette bagnole en route. Voyons voir comment ça se passe. Je le sais déjà. Bon, première bonne nouvelle de prime abord, la suspension en elle-même n'a pas l'air d'avoir été tordue à l'impact. Donc je vais regarder, de toute façon je vais enlever complètement le filet, puis vérifier si c'est vraiment bien droit et tout. Mais à vue de nez comme ça a l'air d'être bon. Bon, le cardan, il a un peu pris, mais il est probablement utilisable. Je pense qu'il y a vraiment juste les deux, hein, puisque là ça a été défoncé sur le ball joint, donc à casser net là. Mais il y a juste a priori les deux boots, les chaussettes. Ouais, les appeler des chaussettes. A priori il y a juste les deux chaussettes de driveshaft qui sont pas bonnes, mais surtout on dirait vraiment que la suspension est peut-être
droite. Donc ça c'est cool. Bon, avant quoi que ce soit, il est temps de rouvrir ce truc. Et donc de voir le niveau d'huile dans les cylindres. En effet, je sais pas si vous voyez, mais ah ouais, quand même. Il y a un cylindre qui est bien bouché, quoi. Alors. Voilà. Bon, alors autant il y a 2 cylindres, ça passe. Autant le cylindre, c'est le cylindre 4. Voilà. Hein. C'est pas top top. Voilà, ça fait quand même une bonne petite quantité juste dans l'intake. Pas mal d'huile dedans. La caméra bouge un peu, désolé. On va sortir l'endoscope et regarder un petit peu plus en détail. Avant même de ressortir l'endoscope, faire les choses un peu différemment. Si j'arrive ça a l'air d'aller. On va tout simplement enlever les autres. Également. Pas eu d'huile dans celle-là. Pas eu beaucoup d'huile dans celle-là. J'ai viré le relais de pompe à essence. On va le faire tourner sans embarquer des trucs. Yay. Bon, là je vais le remplir. Et puis on va le refaire.
Bon, alors, vous avez vu comme moi, en faisant le test de compression, c'est comme s'il y avait une soupape qui serait bloquée. Je suppose que c'est possible. Genre une soupape d'échappement qui laisserait pas ressortir justement l'échappement. Est-ce que c'est possible qu'elle soit tordue dedans, mais il y aurait genre qu'elle soit tordue ou enfoncée en position bloquée dedans, mais c'est pas spécialement normal, on va dire. Non, on va essayer d'investiguer un petit peu plus. Bon, ma théorie dans tout ça, c'est que l'huile dans les soupapes fait artificiellement augmenter la compression. Il n'y a pas de raison qu'une soupape soit coincée. Par contre, il reste quand même un petit peu d'huile encore là-dedans. Et je pense que l'huile qu'il y a en plus, ça fait quand même monter pas mal les compressions. Donc la seule façon que je vois, c'est d'allumer tout ça et de le faire sortir. Est-ce que je vais tout péter? On verra, j'en sais rien. On tente le coup. Ouais, c'est ma scène. Ok, on éloigne un peu la voiture. La caméra de la voiture, je veux dire. Ça, c'est le fusible à essence de la truc d'essence. Victoire. Elle n'est pas encore en forme, mais elle démarre. Évidemment, ça a pris un petit coup dans le nez quand même. Hein. Quand ça a cette tête-là, c'est pas très content. Hein. Je crois qu'on est à peu près sûr de ça. Fort heureusement, durable, ça j'en ai. Alors, accessoirement aussi, histoire de vous montrer un petit peu le châssis et le subframe, donc et pourquoi je vais même pas prendre le temps en fait de le checker. Tout avait été renforcé de A à Z. Il y a des renforts absolument partout. C'est du béton armé. Donc en gros, à chaque gros impact comme ça, ça va se tordre. Mais l'huile, hein,
le subframe, le berceau il bouge pas du tout. Bon, je l'ai fait hors champ. Le nouveau bras, j'ai aussi transféré les bushings, les coussinets réglables qui étaient dessus, et maintenant faut réassembler, et a priori il n'y aura plus qu'un drive shaft à remettre, voire réparer celui-là, puisqu'en fait il n'est pas cassé, c'est juste les quand tout s'est arraché, en fait il y a des espèces de trucs en caoutchouc là qui protègent et qui empêchent l'huile de tomber, qui sont arrachés avec, donc c'est pas cassé, c'est juste que c'est pas ça tient pas en une pièce, quoi. Voilà, bon, j'ai remonté suspension, cardan, je vais finir de remonter ça. Alors le but évidemment dans tout ça, c'est pas de repartir tout de suite pour un rallye, hein. Le drive shaft, c'est le cardan, hein, un drive shaft. Ouais. Et non, mais mort, il est pas mort, mais il y a les protections anti-poussière et pour garder l'huile, pour garder la graisse, qui sont finies, donc va falloir les remplacer. Mais j'en ai pas un comme ça sous la main, j'en ai d'autres en rab, mais pas ici. Donc le but, c'est juste en fait de pouvoir la déplacer. Une fois qu'elle sera déplaçable, je peux la mettre à la place de la Miata là, et je vais commencer à vider l'intérieur et tout nettoyer. Évidemment, quand vous faites des trucs en genre, le faites pas en short et en chaussettes. Évitez de bouger trop de trucs.
Les freins, je pense que le principal problème, c'est j'ai dû inverser les deux plaquettes quand j'ai remonté les... Elles sont pas usées de la même façon, donc du coup, voilà. Konnichiwa. Oh, ça surprend un peu, mais ils sont habitués. Ils sont habitués. Par contre, sans rétro, on se rend pas compte à quel point on est habitué à rouler avec des rétros, quoi. Ça fume encore un peu, hein. Mais c'est normal. Hop. Bon. On se revoit la prochaine fois. Ça sera la remettre droit, tout simplement. Un petit peu de carrosserie. Mais vous vous en doutez bien, je ne serai pas seul parce que je suis une merde en carrosserie. Donc, mon carrossier va m'aider tout simplement. À la prochaine. Bye bye.